L'histoire est une enquête. Et quelle meilleure enquête qu'une histoire interdite? Une fois qu'on a indiqué la volonté et la santé, on va passer aux compétences, sachant que là, il y a 3 modes d'attribution de points qui sont proposés, et que moi, en général, j'en conseille un seul, et un autre vraiment dans des cas particuliers. Parce que tu as touche à tout, où tu vas avoir beaucoup de points de compétences, mais à très bas niveau. Tu vas avoir beaucoup de compétences, mais à un très bas niveau. Équilibré, comme le nom l'indique, et spécialiste, où par contre tu auras beaucoup moins de compétences, mais tu en auras quelques-unes qui sont très fortes. Et le problème de ça, c'est que touche à tout, très souvent, tu te retrouves à avoir pas beaucoup de poules de dés où tu es fort par rapport aux autres membres de ton groupe, donc ça peut être un peu frustrant. Tu vas surtout être là en soutien, alors que équilibré ou spécialiste, tu auras quand même des points assez forts. Et spécialiste, je te déconseille, à moins que la compétence qu'on veuille prendre à 4, ça soit vraiment une compétence très utile. Si c'est une compétence qu'on va pas utiliser plus que ça dans chaque partie, ça sert à rien. Toi, par exemple, si c'est pour avoir 4 en représentation ou avoir 4 en sciences, mais la campagne, etc., ne met pas en avant ces activités-là, tu vas être très vite déçu parce que ton personnage saura moins faire de choses que les autres pour pas grand-chose. Donc moi, je te conseille de prendre équilibré, c'est-à-dire que tu as 3 compétences qui vont être à 3 points dès le départ, 5 compétences qui vont être à 2, 7 compétences qui vont être à 1. Ok. Et les compétences, elles sont aussi physiques, sociales, mentales. Tout à fait. On a dans physique, on a athlétisme, bagarre, artisanat, conduite, arme à feu, larcin, mêlée, furtivité, survie. Dans social, c'est animaux, étiquette, empathie, intimidation, commandement, représentation, persuasion, expérience de la rue, subterfuge. Et dans mentaux, c'est érudition, vigilance, finance, investigation, médecine, occultisme, politique, science, technologie. Ça en fait quand même une autre. 1, 2, 3. Ça en fait effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait donc 27 compétences. Donc 27 compétences, effectivement, sachant que ce que je conseille, c'est toujours de commencer par ce que tu penses être les compétences où ton personnage est censé être vraiment très fort. Souvent les choses qui sont liées dans son background, dans son histoire, à son activité professionnelle par exemple, ou à ses loisirs importants. Tu vois, par exemple, moi, mon personnage, je vais partir sur spécialiste pour une fois, parce que je trouve que c'est approprié pour mon type de personnage. Et moi, mon personnage, forcément, son 4, je vais le mettre en technologie parce que c'est la compétence sur laquelle il a basé tout son empire, en quelque sorte. C'est sur le code qu'il a pu faire. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement fort en technologie. Et c'est peut-être même pour ça qu'il a été sélectionné pour devenir un vampire. Ok. Donc moi, je vais en choisir. Alors, 3 compétences. Vu le personnage, comme j'ai parlé, historien, je pense que érudition va en faire partie. Je pense que investigation aussi, parce que voilà, historia, l'enquête, et mon politique selon sa spécialité. Un mien, étiquette. Et toi, tu choisis quoi pour tes... Alors, pour mes, donc j'ai pris technologie à 4 et ensuite en compétences à 3, j'en ai 3 également. J'ai pris finance, intimidation et persuasion. C'est un personnage qui va être en position de direction, on va dire, et il faut qu'il ait les atouts quand même pour pouvoir se faire écouter. Effectivement. Ensuite, tu as 5 compétences à mettre à 2. Donc c'est des compétences où tu es quand même assez bon. Et moi, j'en ai 3. Ok. Alors, moi, je vais choisir occultisme, politique, je vais choisir empathie, ça en fait 3, conduite, et qu'est-ce que je le verrais bien faire? Je regarde en même temps. Je pense que je vais prendre vigilance, voilà, en dernier, pour mes 5 à 2. Ouais, très bien. Et maintenant, il te reste 7 compétences à 1. Donc là, tu vas pouvoir brasser un peu large et prendre des trucs qui sont moins importants dans la création de ton personnage, mais ça te permettra quand même d'avoir un petit avantage sur ces actions-là. Et moi, par contre, en tant que spécialiste, j'en aurai que 3. 3 compétences à 2, tu choisis lesquelles? Ouais, c'est ça. Je paye assez cher mon 4 en technologie.
Je vais prendre étiquette, je vais prendre science et je vais prendre érudition. Quelqu'un qui a fait des études supérieures, je pense qu'il a un bon niveau quand même en érudition. Et donc 7 à 1 pour moi. Ok. Pour mes 7 compétences à 1, j'ai choisi artisanat, arme à feu, furtivité, représentation, persuasion, finance et médecine. Très bien. Je ne manque pas de rouge pour ma palette. Donc maintenant on a ce qui s'appelle des spécialités. Ce sont des domaines un peu plus restreints qui permettent d'obtenir quand même un dé supplémentaire quand on fait des actions qui sont dans son champ. Tu as des spécialités qui sont dites gratuites parce que la compétence qui est associée est minime, on va dire, elle va être moins importante dans le contexte d'un jeu de rôle en général. Et donc c'est valorisé, on t'offre une compétence, on t'offre une spécialité dès que tu prends un point dans cette compétence. En l'occurrence, sur ton personnage, tu vas avoir une spécialité gratuite en artisanat, une spécialité gratuite en représentation, ainsi qu'en érudition. Là, tu vas pouvoir mettre histoire notamment. Et voilà. Pour ma part, ce sera pour l'érudition et la science que je vais avoir une spécialité gratuite. Et la spécialité, c'est le joueur qui choisit ou il y a des... C'est toi qui choisis. Il y a des propositions qui sont faites dans le livre, mais c'est pas gravé dans le marbre. Si tu as un sujet qui est ni trop large, ni trop spécifique, ça peut faire une bonne spécialité. Moi, par exemple, en érudition, je vais prendre droit. Il y a quelques connaissances en droit. Et en sciences, ça va être plutôt ingénierie. Ok, ben moi je vais effectivement prendre histoire pour érudition. Pour artisanat, Ouais, ça peut être tout ce qui est art matériel, genre faire des statues, la sculpture, la peinture, etc. Ça peut être aussi l'artisanat plus pragmatique, la forge, le bricolage, un peu tout ce champ-là. ok. Je pense... Ouais, pour artisanat, je pense que je vais prendre peinture. Ouais, par exemple, ok. Et il me faut représentation. Représentation, ce serait plus effectivement le côté parler en public, on va dire. Représentation, effectivement, normalement, ça peut être tout ce qui est, c'est tous les arts représentatifs, hein, donc le théâtre, la danse, le chant, la musique. Mais dans les spécialités proposées par le livre de base, t'as aussi les discours publics, effectivement. Quand je voyais représentation, c'est plus l'idée, effectivement, je suis historien, donc donner des cours en amphi ou présenter des choses à pas mal de monde, j'ai l'habitude. Allocation publique ou discours public, ça... Ouais, très bien. Sachant que la version anglaise est plus parlante, hein, c'est performance, hein, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose devant les autres, quoi. Okili dokili. Et maintenant, une fois que tu as mis ces spécialités gratuites, tu en as une en plus que tu peux mettre là, par contre, dans n'importe quelle compétence. Dans une compétence où tu as au moins un point, tu peux mettre cette spécialité-là. Ok. Et moi, je vais vraiment booster mon personnage sur son point fort. Hein, il est très fort en technologie. Et je vais partir du principe que les applis, etc., qu'il a développés, c'est des trucs liés à la télécommunication. Et donc, c'est ça sa spécialité. C'est tout ce qui est réseau. Moi, je vois bien pour rentrer dans le personnage, étiquette. Mais étiquette ancienne. Les étiquettes telles qu'elles étaient à l'époque de la belle époque, pas celle d'aujourd'hui. D'accord. Normalement, étiquette, c'est la manière de se comporter dans un groupe donné. Tu vois, par exemple, étiquette haute société, étiquette gang, étiquette artiste. Moi, c'est la manière de se comporter aux époques lointaines. Très bien. Pourquoi pas? Après, c'est très particulier. Moi, je te conseillerais de prendre quelque chose qui aura plus de chances d'entrer en ligne de compte. C'est bien d'avoir des caractéristiques qui présentent bien les connaissances de ton personnage, etc. Mais c'est aussi bien qu'elles te servent en jeu. Et là, tu as déjà beaucoup en érudition histoire. Et je pense que, comme de toute façon, il y a très peu de chances que ton personnage rencontre des personnages qui ont vécu à cette période-là, vaut mieux que tu mettes ta spécialité dans quelque chose de plus concrètement utile. Par exemple, occultisme, tu pourrais mettre histoire vampirique ou société vampirique. Oui, effectivement, je peux. Ça pourrait être plus souvent utilisé. Ouais, je vais mettre ça, occultisme, société vampirique. Voilà. Et toi, tu choisis quoi comme spécialité gratuite? Alors, comme j'ai dit, j'ai pris réseau sur technologie. Ok. Cela fait quelques années maintenant que la seule lumière qui me touche me vient de Séléné.
Alors ensuite sur la fiche d'aide à la création de personnages, on te dit de sélectionner l'époque à laquelle ton personnage a été étreint, sachant que dans la V5, on évite de jouer des personnages trop anciens. Le but c'est aussi d'être confronté aux difficultés des jeunes vampires. Et donc les deux options principales, c'est surtout enfants et nouveau-nés qui vont permettre de jouer soit des vampires qui ont été étreints, c'est-à-dire transformés en vampires il y a peu, peut-être 1 an, 2 ans maximum, ou des vampires qui sont là depuis peut-être une dizaine d'années, parfois un peu plus. Il y a la possibilité de jouer également des Ancillae, c'est là pour le coup des vampires qui vont avoir peut-être jusqu'à 200 ans d'ancienneté et qui ont donc un peu plus d'expérience, peut-être aussi un peu plus d'ennemis, et souvent leur humanité est beaucoup plus attaquée que celle des vampires les plus jeunes. Là, pour le coup, moi je pars sur le fait de créer un enfant. Donc ça va être un personnage de la 12e ou 13e génération, avec une puissance de sang de 1, et pas d'expérience à la fin de la création. Moi, je pense que, comme j'ai parlé de connaître les vampires, je pense que ça fait quelques temps. Je vais partir sur nouveau-né, mais je vais rester 12e, 13e génération. Mais effectivement, puissance de 101, mais plus 15 points d'XP. C'est ça. Ok. Avec ma réussite financière, les parasites de toutes les branches de ma famille mortelle se sont rappelés à moi. Quelle aubaine! Un véritable troupeau, ne demandant qu'à obtenir mes faveurs. Ensuite, il va falloir choisir quelque chose qui est très important dans Vampire 5e édition, c'est le style de prédation. Dans cette édition, ils ont vraiment mis l'accent beaucoup plus sur qu'est-ce que c'est que la vie d'un vampire et quels sont les risques, qu'est-ce qu'il doit faire pour survivre, et donc quelles sont les stratégies qu'il adopte dans sa vie de tous les jours pour pouvoir obtenir sa subsistance, c'est-à-dire du sang. Et là, pour ça, ils ont proposé les styles de prédation. Chaque style de prédation correspond à une manière d'obtenir ton sang, et aux bénéfices que tu en as tiré de manière par l'expérience, on va dire. C'est-à-dire que là, le premier qu'on te présente, c'est le chat de gouttière. Un chat de gouttière, c'est un vampire qui va agresser les gens dans la rue, la nuit, dans des petites ruelles sombres, pour pouvoir leur sauter dessus, les mordre et les laisser derrière lui sans remords. Bah ça va faire que ton personnage, il va peut-être être très bon en braquage ou en lutte physique. Il va avoir un point de pouvoir en célérité ou en puissance, des pouvoirs assez physiques. Il va avoir des contacts dans le monde du crime parce que peut-être qu'il a travaillé pour eux. Et par contre, ça lui fait perdre un point d'humanité. Et en fait, tu vas avoir à chaque fois comme ça, pour chaque style de prédation, une spécialité qui est offerte, qui va être la spécialité en général que tu utilises pour chasser. Un point de discipline dans une discipline liée au type de personne sur qui tu te nourris, parce que dans Vampire 5e édition, on considère aussi que selon les émotions des personnes sur lesquelles tu te nourris, ça n'a pas le même impact sur tes pouvoirs. Tu vas avoir quelques points d'avantage, souvent au choix, et souvent un désavantage aussi qui va avec ton type de prédation. D'accord. Alors, nous avons donc, pour vite les donner, alors on a brutalement et sans pitié, chat de gouttière, tendre une embuscade dans l'obscurité. Estalker force les gens à donner leur sang. Tueur de la route, s'attaquer aux conducteurs isolés et aux autostoppeurs. On a parlé moyens sociaux. Parasite, se nourrir sur ses amis et ta famille. Consensualiste, ne se nourrir qu'avec consentement. Osiris, se nourrir sur ses fidèles. Reine de la nuit, se nourrir au sein de la scène entre guillemets. C'est quoi la scène entre guillemets? Une scène, c'est un groupe social. Tu vois, par exemple, ta scène, ça peut être la mafia. Oui. Ta scène, ça peut être ton gang. Ta scène, ça peut être les musiciens. En tout cas, c'est le groupe de personnes avec lequel tu passes ton temps et dans lequel tu as une certaine influence. Ok. Succube, séduire et se nourrir. On a en toute discrétion, marchand de sable, se nourrir sur les dormeurs. Pilleur de tombes, se nourrir sur des cadavres. Et en évitant les mortels, biberonneur, boire des poches de sang. Et il y a une croix rouge ventrou, donc je pense que ça veut dire que les ventrous n'ont pas le droit de le faire. Tout à fait, parce que les ventrous ont une malédiction qui les force à se nourrir sur un type de sang particulier, chacun différent. Et donc, avec les poches de sang, tu ne peux pas savoir d'où il vient, donc ton personnage ne peut pas se nourrir là-dessus. D'accord. On a la lamproie, se nourrir sur d'autres vampires. Et fermier, se nourrir sur des animaux que le ventru ne sait pas faire non plus. Ok. Pour ma part,
mon personnage va avoir le style de prédation parasite, c'est-à-dire qu'il se nourrit sur ses proches et sa famille. En fait, depuis son succès et sa fortune, il est entouré de tout un tas de gens, un petit peu, qui sont venus, qui se sont rapprochés de lui parce qu'ils étaient de sa famille et parce que surtout il était très riche. Et lui, c'est devenu sa proie de prédilection. Il se nourrit que sur les gens de son entourage, en les manipulant émotionnellement pour qu'ils se rendent pas compte qu'il y a un problème, etc. Donc moi, comme j'ai pris Parasite, j'ai le choix entre deux spécialités, soit la spécialité manipulation émotionnelle pour persuasion, soit la spécialité mensonge de couverture pour subterfuge. Moi, je vais prendre la manipulation émotionnelle pour persuasion. J'ai ensuite droit à un point soit en domination, soit en animalisme. Domination, ça me plaît bien. Donc, je vais me mettre un point en domination. Ensuite, j'ai l'avantage d'avoir un troupeau à 2. Donc, dans mes avantages, je vais m'ajouter un troupeau à 2. Un troupeau, c'est tout un tas de personnes sur lesquelles je peux me nourrir facilement parce que j'ai déjà un petit peu préparé le terrain. Soit c'est des gens que je connais bien, soit c'est des gens qui sont sous ma coupe émotionnellement ou hiérarchiquement. Et donc, c'est très simple pour moi de me nourrir sur eux régulièrement. Et par contre, je vais avoir le handicap parasite domestique parce que c'est très mal vu ce que je fais. Notamment parce que ça peut être source de brèche de mascarade. La mascarade étant un des principes principaux des vampires dans cet univers, c'est qu'on ne révèle pas l'existence des vampires aux mortels. J'aimerais bien pilleur de tombes. Pilleur de tombes, j'ai le choix alors occultisme, rituel funéraire ou médecine cadavre. Je pense que je vais prendre médecine cadavre, comme j'ai déjà quelque chose. On peut avoir plusieurs spécialités dans une compétence? On peut avoir plusieurs spécialités. Là, ce qui est intéressant, c'est que toi, ton personnage, depuis qu'il est dans le clan Ekata, maintenant, c'est comme ça qu'il obtient son sang. Donc peut-être qu'il a un métier, il a trouvé un métier d'appoint qui lui permet d'accéder à ce genre de choses. Peut-être qu'il est devenu, donc tu vois, occultisme rituel funéraire, c'est-à-dire qu'il travaille chez les pompes funèbres, soit médecine cadavre, c'est-à-dire que peut-être soit il trouve des cadavres d'une manière ou d'une autre, soit peut-être il bosse dans une morgue et il en profite, il se sert sur les cadavres de la morgue. Là, à ce moment, c'est un truc que je dis souvent à mes joueurs en création de personnages, c'est aussi le moment du choix du style de prédation, c'est un moment où aussi tu peux reconsidérer certains choix que tu as fait sur tes compétences, pour par exemple bouger des points pour les mettre là où tu trouves qu'ils seraient mieux finalement par rapport à ton style de prédation. Tu vois, par exemple, là, si tu veux partir sur médecine cadavre, bah, comme tu n'as que un point en médecine, c'est pas terrible. C'est surtout parce que je ne savais pas qu'on pouvait en avoir. Mais si je peux avoir plusieurs spécialités, je vais prendre plutôt rituel funéraire. Voilà, très bien. Et donc, du coup, tu rajoutes ça sur occultisme. Mais, tu vois, si tu avais voulu, tu pourrais très bien dire, bah en fait, finalement, plutôt que d'avoir 3 en étiquette, je préfère avoir 3 en occultisme. Comme ça te permet d'équilibrer pour avoir un bon pool de dés pour tes jets de chasse. Ce sont les jets qui te permettront d'obtenir du sang quand, en jeu, ton personnage aura soif. Ok. Et ça me permet d'avoir, alors, plus 1 en force d'âme ou en néant. Force d'âme, c'est une discipline, c'est un pouvoir de vampire qui va être beaucoup sur la résistance, soit physique, soit mentale. Et néant, c'est le pouvoir qui va être lié notamment au pouvoir soit de l'ombre, soit de la nécromancie. Je gagne aussi. Alors, avantage. Alors, je gagne. En avantage, tu as estomac de fer qui te permet de te nourrir sur du sang qui est froid et qui est mort. Alors que normalement, la plupart des vampires ne peuvent plus se nourrir une fois que une fois que la personne est morte. En fait, le sang n'est plus bon pour eux. Mais toi, tu peux toujours te nourrir dessus. Et je gagne aussi refuge au niveau 1. Et ça, par exemple, refuge, ça va être soit l'entreprise de pompes funèbres dans laquelle tu bosses, soit la morgue, etc. Et par contre, tu as le handicap prédateur indéniable qui fait qu'il y a quelque chose de dérangeant qui se dégage de toi. Et les mortels sentent qu'il y a une bête, quelque chose comme ça derrière toi, et donc sont pas très à l'aise dans ta présence. Et donc, tu as des malus sur certains jets sociaux qui sont des jets pour se faire apprécier ou ce genre de choses. Ok, je me garde le plus 1 force d'âme ou néant pour plus tard lorsqu'on va vraiment parler de discipline. Je sais comme ça marche. Arrivé au sommet de la société, j'ai été bien obligé de constater que j'étais un simple pion pour mes maîtres terrés dans l'ombre.
Et donc maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une fois qu'on a déterminé notre style de prédation et qu'on a appliqué tous les avantages, tous les bonus, etc., là, sur la fiche de créer ton vampire, on te dit de réfléchir à quelques détails fondamentaux, le nom de ton personnage, quel est le vampire qu'il a étreint. On essaye de penser à son ambition, c'est son objectif à long terme, ce qu'il a envie de réaliser vraiment dans sa vie. Tu vois, par exemple, moi, peut-être que l'ambition de mon personnage, comme il a une position très élevée dans la société mortelle, mais qu'il est quasiment tout en bas de la société vampirique, son but, ça va peut-être être devenir un roi parmi les rois, quoi. Devenir monter les échelons dans la société vampirique. D'accord. Donc, lui trouver un nom. Après là, je lui avais donné un nom pour la fiche qu'on partage sur Let's Roll. En attendant, c'était Galerian Rollista. Moi, pour ma part, je lui ai mis Duke Mason. Un nom comme ça, c'est pas très important. Mais donc, tu as cette ambition et tu as aussi un désir. Le désir, c'est plus quelque chose que tu poses à chaque partie. C'est un espèce de petit objectif intermédiaire que se pose le personnage, un truc qu'il aimerait bien réaliser dans la partie. Ok. Juste pour savoir, pour l'ambition, Oui. il y a quoi comme gros mystère qui existe dans l'histoire des vampires? Bah, globalement, normalement, même si certains qui connaissent bien l'univers, etc., jouent leur personnage comme sachant trop de choses par rapport à ce qu'ils devraient savoir, en vérité, les vampires connaissent assez peu la vérité sur leurs origines, et c'est même assez tabou. Ça, en tout cas, ça l'a été pendant longtemps. Donc, il y a toute l'histoire vampirique, les grands noms, qui sont les fondateurs des clans, qu'est-ce qui leur est advenu, qu'est-ce qui leur est arrivé. Tout ce genre de choses, c'est des mystères qui sont encore assez présents. Sinon, tu as également des mystères sur la nature de la malédiction. D'où elle vient cette malédiction? Qu'est-ce qui fait que vous êtes des vampires et pourquoi vous avez ces pouvoirs, etc. Il y a pas mal de choses là-dessus, mais il y a également tous les mystères liés aux autres créatures surnaturelles qui peuplent le monde des ténèbres. Parce qu'il faut le rappeler, Vampire la Mascarade, ça fait partie d'un univers étendu où il y a notamment loup-garou, hunter, c'est les chasseurs, il y a mage, il y a changelin et il existait également momie et démon. Donc il y avait quand même tout un tas de créatures bizarres avec chacune leur croyance sur comment fonctionne le monde et qui tire les ficelles. Et donc il y a vraiment un paquet de mystères dans cet univers. Ok. Je vais dire que l'ambition, ce serait créer une annale de l'histoire vampirique. Très bien. Et donc ça poussera certainement ton personnage à aller parler avec des anciens, des choses comme ça, Ouais. obtenir des informations de leur part en échange de services. Ça peut être intéressant. Le désir, c'est plutôt au moment du jeu. au moment de chaque partie. Là, quel va être mon petit objectif personnel? Tu vois, par exemple, moi, ça pourrait être pour la première partie, m'imposer face aux autres de la coterie pour montrer que c'est moi le chef, toi, ou des trucs comme ça. Ok. C'est un petit objectif personnel que tu te donnes, et si tu arrives à faire des actions dans son sens, ça te permet parfois de récupérer des points de volonté que tu as utilisés. Ça peut être intéressant. Effectivement, plus quelque chose qui est vraiment en jeu. Tout à fait. La seconde page de ta fiche de personnage a de la place pour rentrer plus dans les détails, par exemple, pour décrire son apparence ou développer son histoire. Voilà, ça, on le fera peut-être pas cette fois-ci, mais c'est très important d'avoir une histoire, des personnages importants dans la vie de ton personnage, parce qu'en fait, dans Vampire, les membres de ta famille, par exemple, ça peut être des outils très intéressants pour le maître de jeu. Ça peut être des cibles pour tes adversaires, parce que toi, t'es peut-être un vampire, mais tes proches le sont pas. Et si tu as des querelles avec un autre vampire, comme la loi fait que les vampires n'ont pas le droit de se tuer entre eux, normalement, bah tu vas plutôt taper sur les pauvres mortels. Comme disait Olshad lors de la série précédente, il faut nourrir votre MJ. Tout à fait. Et là, dans Vampire la Mascarade, c'est vraiment important d'apporter des choses qui permettront au MJ de déjà rendre l'univers plus crédible. Comme on est dans un univers contemporain, c'est intéressant, on peut mettre des choses quand même assez précises.